On va commencer par la plus grande. Il dit ici, c'est un peu en langage télégraphique, tu vas comprendre. Énergie ou pensée qu'on transmet à quelqu'un. Toi, Daniel, est-ce une pensée ou de l'énergie que tu transmets? Exemple, quelqu'un a un mot de tête, a des maux de tête. Toi, tu lui envoies de l'énergie positive. On me dit que ce n'est pas de l'énergie, c'est seulement une pensée. Alors, pensée ou énergie, dans ton cas, lorsque tu transmets? Bon, dans mon cas, lorsque je transmets, c'est seulement de l'énergie. Et les pensées peuvent naître chez la personne qui reçoit de l'énergie. Je ne pense pas lorsque je parle et je ne pense pas non plus avant de parler. Parce que imaginez-vous qu'une conférence par semaine et en réalité, une semaine, une conférence, une semaine, deux conférences, une semaine, une conférence. Alors, 6 conférences par mois. S'il faudrait que je les prépare, en plus du travail que j'ai à faire régulièrement tous les jours et des cours que je donne, je ne peux pas. Alors, je ne pense pas. Et la conférence ou ce que je dis est beaucoup plus de caractère énergétique, ce qui fait qu'évidemment, on en a parlé un peu la semaine dernière, que si les personnes essaient de tout comprendre des choses nouvelles en même temps du premier coup, alors ils risquent d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que vous allez saisir certains mots plus que d'autres. Vous allez créer une pensée qui n'est pas celle que moi j'aurais pu penser. Et à un moment donné, les personnes comprennent d'autres choses que ce que j'ai dit. Maintenant, l'avantage de communiquer énergétiquement, c'est que même si les personnes instantanément comprennent autre chose que j'ai pu dire, à un moment donné, ils vont finir par assimiler, c'est-à-dire qu'ils vont finir par rectifier ce que j'ai dit et ils vont comprendre ce que j'ai dit et non pas ce qu'ils ont pensé que j'ai dit et non pas ce que j'ai pensé que je voulais dire. Et maintenant, est-ce qu'ils vont accepter ce que j'ai dit ou non? Ça va les regarder. Donc, l'énergie qui peut être émise, c'est pas une énergie qui manipule, mais c'est une émission d'énergie, c'est pas une émission de pensée. On dit ici, c'est la première fois que je vous écoute en conférence. Il me semble que c'est très énergétique et que je me sens somnolent. Mais lorsque vous nous faites rire, je me sens réveillé. Pouvez-vous expliquer? J'aime l'ambiance. Bon. Alors, encore une fois, disons que les personnes qui viennent régulièrement ici sont habituées à ce genre de mécanisme. Les personnes nouvelles, peut-être, ne comprennent pas tout à fait. On l'explique de temps en temps, ce qui fait que je passe rapidement sur ces mécanismes parce que je crois qu'on a plusieurs questions. Au niveau énergétique, lorsqu'une personne, premièrement, c'est sûr que si au niveau de l'énergie qui va être émise par l'orateur ou par moi, les personnes vont, si elles luttent trop contre cette nouvelle énergie, si elles luttent trop inconsciemment ou consciemment, mais surtout inconsciemment, elles peuvent finir par être submergées par cette énergie et effectivement, elles vont dormir. Alors, la semaine dernière, je disais qu'on a des personnes, et il y a une personne qui est venue me voir après me demander si c'est d'elle que je parlais, mais je ne parlais pas nécessairement d'elle, il y en a eu plusieurs, qui viennent tous les vendredis et qui, lorsqu'on met des tables, s'évachent le table, dorment toute la conférence, et s'en retournent chez eux pour travailler toute la semaine en pleine forme. Ils viennent tous les vendredis pour dormir ici. Et ce n'est pas... C'est énergétique. On a déjà eu des enfants qui venaient ici, sauf que le public a eu de la difficulté à accepter des enfants. Pourquoi? Parce que pendant la conférence, les enfants dormaient, donc ne dérangeaient pas. Mais pendant les entractes, les enfants étaient fous comme vous savez quoi. Et plusieurs adultes n'étaient pas capables d'endurer les enfants, chose qui va évidemment changer au niveau de l'homme nouveau. Parce que l'enfant, il doit faire partie intégrale de la vie. On ne sort pas en plaçant l'enfant parce que l'enfant dérange. L'enfant dérange si l'adulte est dérangé. Et lorsque les enfants dans la salle de conférence dormaient tout le temps, la fois d'après, on a eu des enfants de 4 ans, on a eu des enfants de 12 ans, et ils voulaient revenir à la conférence. Alors, ils ne trouvaient pas ça plate. Par contre, ils dormaient Donc comme il y a du monde qui vient ici pour faire le plein, en quelque exactement, sorte. le plein d'énergie. Et autre chose, si vous voulez être plus réceptif, c'est des mécanismes qui sont employés depuis longtemps. C'est sûr que plus vous gardez les jambes croisées ou les bras croisés, moins vous êtes réceptif à des énergies. Et plus vous êtes, disons, vos jambes ou vos bras ne sont pas croisés, plus c'est facile d'être réceptif. Et la majorité des personnes vont se croiser les bras lorsqu'ils sont envahis par une forme d'énergie pour se mettre tough ou plusieurs choses de même, c'est une protection. Et on sait très bien avec que les Juifs souvent vont se frotter les mains, en tout cas, il y a plusieurs mécanismes qui font. Cela a un effet qui n'est pas extrêmement puissant au niveau de l'énergie supramentale. Cela a quand même un effet qui permet aux personnes de pouvoir de protéger leur ego contre l'énergie. L'énergie passe quand même, ça protège l'ego contre l'énergie. Alors, c'est tout à fait normal qu'une personne soit somnolente, qu'une personne soit ivre. Il y a déjà des personnes qu'on a sorties du salon ici qui titubaient, qui étaient complètement ivres. On les a assis de l'autre côté. Et l'autre côté, avant, pour ceux qui n'étaient pas là, on avait des salles de cours. Et présentement, on a bâti une volière là, simplement pour que les personnes, en sortant, puissent, avoir
Reprendre contact avec la nature. reprendre contact, ouais, du moins avec leur nature, avec la réalité. C'est-à-dire qu'ils sortent et puis à un moment donné, bon, ça peut jaser, ça discute. Et les oiseaux créent une ambiance qui fait que les personnes se ressaisissent plus rapidement. Alors effectivement, énergétiquement, c'est pas juste une farce. Plusieurs personnes le vivent. C'est tout à fait naturel que ça se passe. Il n'y a aucun problème là. De toute façon, je pense qu'avec la dynamique de la conférence, on n'endort personne. La semaine dernière, je vous avais demandé une question sur la réincarnation. Vous avez répondu d'une façon surprenante, je l'avoue, mais qui explique tout ce que je ne saisissais pas à ce sujet. Je vous remercie. Bon, il n'y a pas de question là-dedans. J'ai eu l'impression que vous trouviez la femme inférieure à l'homme, mais je ne crois pas que c'est ce que vous vouliez dire. Pouvez-vous m'expliquer? Alors, c'est bon. Alors, je vais expliquer deux choses. J'aimerais qu'on soit un petit peu attentif et un petit peu sérieux pour ce mécanisme. Attends, je te lis la suivante parce qu'il y a peut-être une corrélation à Bon, faire avec d'accord. celle-ci. La femme cherche son rôle, mais lorsqu'on lui exprime ce qu'elle est, elle ne l'accepte que difficilement. Oui, oui, oui. Merveilleux. Bon, premièrement, j'ai l'impression que vous trouviez la femme inférieure à l'homme, mais je ne crois pas que c'est ce que vous vouliez dire. Alors, la personne l'a donc perçu deux niveaux de communication. Je crois que vous voulez dire ça, mais je ne crois pas que vous voulez le dire. Alors, elle a sa propre perception de ce qu'elle croit que j'ai dit, que la femme était inférieure, et en même temps, elle a une perception énergétique qui lui fait dire que c'est pas ça que je disais. C'est assez original comme remarque. En passant, il faudrait à un moment donné que l'homme, que la femme cesse de prendre des mots aussi vaches qu'inférieurs ou supérieurs pour parler de la femme et de l'homme. La femme, elle est différente, l'homme, il est différent. La femme n'est pas supérieure à l'homme, elle ne peut pas être supérieure. L'homme n'est pas supérieur, il ne peut pas, parce que les deux sont la même chose qui s'exprime dans deux cadres différents. Au niveau de l'esprit, c'est la même chose, ce n'est pas sexué. Au niveau des énergies supramentales, ce n'est pas sexué. Et au niveau des véhicules d'expression, il y a une sexualité au niveau de tous les plans, simplement parce que cela est nécessaire. Et l'éducation, la vache éducation sociétaire qui a fait en sorte que la femme pense et que l'homme pense que la femme est inférieure, longtemps on a pensé que la femme n'avait pas d'âme, ce qui était totalement imbécile parce que la femme a eu un âme avant l'homme et un âme beaucoup plus grand que celui de l'homme. Et lorsque nous parlons, lorsque la femme elle a voulu s'émanciper, lorsqu'on parle de libération de la femme, la majorité des femmes qui sont dans des mouvements de libération, c'est des femmes pognées qui ne veulent pas s'en sortir parce que s'ils s'en sortent, ils ne pourront plus être dans un mouvement de libération, alors ils n'auront plus de but à leur vie. Alors, quand tu es dans un mouvement de libération, tu ne te libères pas. Parce que quand tu te libères, le mouvement de libération n'existe plus et ton but tombe dans la poubelle avec. Alors, il faut bien comprendre ça, que la femme, elle a maintenant des points de vue différents de ce qu'elle avait avant, mais qu'elle a toujours cette éducation où elle pense toujours que l'homme parle de la femme comme étant inférieure. Et je ne dis pas que la femme est supérieure, elle n'est pas plus belle, elle n'est pas plus fine. Elle est pareille au niveau de beauté ou de finesse que l'homme, sauf que le cadre social peut empêcher l'expression de la femme. Alors, c'est sûr que si on va dans une religion comme la religion ou la secte pour la conscience de Krishna, où la femme, elle est sur la planète Terre pour servir l'homme, et que si elle sert l'homme convenablement, peut-être qu'elle aura la possibilité un jour de se réincarner en homme, et seul l'homme peut être sauvé par Krishna. Bon, si on est dans un cadre psychologique de ce genre-là, c'est sûr que la femme, apparemment, elle est inférieure à l'homme. C'est pas vrai. Lorsqu'on a eu des esclaves, des Indiens esclaves, lorsqu'on a eu des Noirs esclaves, lorsqu'on a eu des Blancs esclaves, lorsque les Japonais ou lorsque les Allemands ont commencé à prendre des Américains pour en faire des esclaves, les esclaves étaient inférieurs aux maîtres, mais seulement dans l'apparence. Et tant que l'esclave accepte d'être esclave, il reste un imbécile, puis il reste un inférieur, parce qu'il veut. Mais lorsque la femme a décidé de s'émanciper, les premières émancipations ont été générées par la publicité masculine, par l'homme. Certaines femmes s'en sont emparées et ont commencé à vouloir créer ce genre de mécanisme qui a eu de très bons côtés au niveau de notre société, mais qui a de très mauvais côtés au niveau de beaucoup de femmes qui sont soit anti-libération et qui ne comprennent pas qu'ils doivent quand même être sur leurs deux pieds. Tout le discours que j'ai fait tout à l'heure est un discours qui ne privilégie pas ni l'homme ni la femme. Et lorsqu'on parle, lorsque les femmes, vous allez venir me parler, ou lorsque les hommes, vous allez venir me parler, attendez-vous pas à ce qu'on parle de sexe, parce que pour moi, lorsque nous parlons entre êtres humains, il n'y a pas de sexe.
C'est sûr que si je veux escalader une montagne et qu'on a des femmes et des hommes, il faudra penser en fonction du corps de la femme, du corps de l'homme. La femme peut monter des montagnes comme l'homme, sauf que l'homme, naturellement, a plus de facilité biologique ou physique. Mais les deux peuvent faire la même chose, mais il faut penser différemment. Exactement comme si on veut dire on veut avoir la libération de la femme, alors il va falloir penser le travail en fonction de la femme et le travail en fonction de l'homme. Et si la femme me dit non, parfait, mais si tu es enceinte, tu travailles sur le bulldozer, puis tu continues, puis tu accoucheras sur le bulldozer. Ah ben non! Ben c'est ça. Il faut penser le travail en fonction de la femme parce que la femme, planétairement, elle est différente de l'homme. Mais pas au niveau de ce qu'elle peut comprendre, pas au niveau de ce qu'elle peut intelligencer, puis pas au niveau de ce qu'elle peut organiser. C'est pareil comme l'homme. Alors, la différence, elle est dans l'expression biologique, vitale, peut-être un peu psychologique et mentale, mais pas dans l'efficacité. Alors, je ne dis pas que la femme est inférieure ou supérieure, ni l'homme. C'est la même chose et vous devez essayer d'exclure de votre conscience, de votre parole, de votre perception de l'homme et de la femme, ce mécanisme que la femme, elle est inférieure ou supérieure et que l'homme est inférieur ou supérieur. C'est la même chose s'exprime dans deux véhicules. Et les deux ont leur place en même temps. Et ça n'a même pas été compris ni par la femme émancipée ni par l'homme émancipé, que les deux avaient leur place en même temps, mais pas en pilant un sur l'autre. En même temps, pas nécessairement à la même place, les mêmes souliers. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de supérieur ou quoi que ce soit. La femme cherche son rôle, mais lorsqu'on lui exprime ce qu'elle est, elle ne l'accepte que difficilement. C'est tout à fait normal que la femme accepte difficilement qu'un homme vienne lui dire ce qu'elle fait. Tout à fait normal. Sauf que la femme peut beaucoup plus parler de l'homme, puis l'homme peut beaucoup plus parler de la femme, parce que l'homme n'est pas la femme et l'homme voit la femme. Évidemment, lorsque l'homme est lucide. Et la femme lucide pourra beaucoup plus parler de l'homme, parce qu'elle va voir l'homme agir. Ce que l'homme aura plus de difficultés à faire. Alors, c'est pas une femme qui va parler de la femme. La femme qui parle de la femme parle d'une façon colorée de la femme. Elle parle d'elle à travers le mouvement de la femme. Et lorsque l'homme défend l'homme ou lorsque l'homme parle de l'homme, il est un homme. Il parle d'une façon colorée de l'homme. Mais si on regarde cosmiquement ce que j'ai fait, je peux me permettre de parler de l'homme parce que je me fous de savoir si j'en suis un ou non. Et je peux parler de la femme de cette façon-là. Que la femme accepte ou non, c'est tout à fait normal. Tout ce que je veux que la femme accepte présentement ce soir, et ce que je veux que l'homme accepte ce soir, et si c'est compris, ça sera déjà un pas dans l'évolution de l'humanité. Parce que ça ne s'est pas fait nulle part ou ça s'est fait d'une façon très limitée. C'est que la femme, elle est différente de l'homme et que la femme et l'homme, de base comme de finalité, sont la même chose. Mais que dans l'expression de leur vécu sont différents et surtout parce qu'on éduque la fille. Mais ça, on va revenir dans la psychologie de l'enfant. On éduque la fille de façon à ce qu'elle devienne une différence réelle de l'homme, même une infériorité réelle de l'homme. Lorsque l'homme éduque la fille, et l'homme bâtit le gars pour qu'il domine, puis lorsque la femme présentement éduque la fille, elle s'arrange pour que la fille soit supérieure à l'homme. Puis ça, il faut comprendre ces mécanismes. Il y a une chose que tout à l'heure on m'a suggéré et j'ai opté pour. Premièrement, la semaine prochaine, on voit la psychologie de l'enfant. Encore une fois, on va voir la psychologie de la fille et de l'enfant et ça va encore clarifier beaucoup plus les mécanismes de cette psychologie parce qu'on commence à parler de la psychologie de l'homme nouveau. Ce n'est pas en 2 conférences qu'on comprend tout. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui peut-être ne vont pas, mais on va les réélaborer. Alors, la semaine prochaine, c'est la psychologie de l'enfant nouveau. La semaine d'après, donc juste avant mon départ, on va refaire une conférence sur la psychologie de la femme nouvelle. Alors, je ne répète rien de ce que j'ai dit ce soir, on va pousser plus loin. Et en revenant, on a la psychologie du couple. La semaine d'après, la psychologie de l'homme et de l'enfant. De la relation psychologique entre l'homme nouveau et l'enfant nouveau. La semaine d'après, la relation psychologique entre la femme nouvelle et l'enfant nouveau. Alors, ce qui fait qu'on va, disons, toucher tous ces mécanismes de relation entre les hommes et les femmes et les enfants nouveaux. Alors, il n'y a pas de supériorité que la femme comprenne difficilement ou n'accepte pas. Je crois que ce n'est pas simplement relié à la femme, c'est aussi relié à l'homme. Lorsqu'on dit à l'homme un peu plus ce qu'il est ou ce qu'il a à faire, lorsqu'on dit à la femme aussi ce qu'elle est, on ne parle pas de l'image que l'homme se donne de lui ou de l'image que la femme se donne d'elle. Ces images-là, c'est de la merde. Ça vaut rien. C'est des images pour lesquelles vous luttez, pour lesquelles vous essayez de protéger, pour lesquelles vous placez vos énergies, pour lesquelles vous allez essayer de montrer, de monter dans la société, de réussir votre vie en réussissant à l'image que vous avez de vous.
Ces images-là, c'est zéro. Faut tout que ça disparaisse, faut tout que ça se démolisse. Je ne le démolirai pas. Vous allez finir par le faire parce que l'homme réel, l'homme nouveau, la femme réelle, la femme nouvelle, c'est pas le masque. C'est pas l'image qu'on a de nous autres. C'est pas ce qu'on exprime, c'est pourquoi on se débat. Lorsqu'on vous dit que vous êtes niaiseux, ça vous touche. Ça touche pas l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Parce que l'homme nouveau ou la femme nouvelle n'est pas assujetti à être manipulé par ces cochonneries-là. Alors, on ne parlera pas de supériorité parce qu'il y a l'image qui est supérieure, pas la femme. Si je dis que la femme est inférieure à l'homme, ça frustre des femmes. Mais ça change quoi la réalité, que je le dise ou non? Ça change rien. Sauf que ça va frustrer. Et si je dis que la femme est supérieure à l'homme, ça peut frustrer des hommes. Mais ça change quoi dans la réalité que je le dis? Vous devez vous-même assumer ce que je dis, assumer ce que vous pensez, puis en déterminer des choses. Je suis pas ici pour vous faire penser, je suis ici pour parler. Vous êtes ici pas pour me croire, vous êtes ici pour écouter. C'est parfait, c'est un échange d'énergie intelligent, mais restons intelligents. Alors, il n'y a pas de supériorité, il y a une différence dans l'expression, et vous devez, et la femme, et comme l'homme, va de plus en plus assumer sa connaissance et assumer son autorité chez elle, dans elle, pour elle, pas pour les autres. Bien, alors, misogyne à part, ça répond aussi à cette question sur les mouvements féministes, donc un peu comme étant des étapes, mais à ne pas considérer en tant que finalité. Ça a répondu à toute cette réponse que tu as donnée. Maintenant, il y a une autre question ici où on nous parle d'un mouvement, une association qui aurait pour nom la Mansas, la Mansas, j'ai bien du mal à déchiffrer ça. En tout cas, il est dit ici dans l'association, la Mansas, qui semblerait regrouper ceux qui ont un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne. Les trois quarts sont des femmes et des femmes vivant seules. Qu'en pensez-vous? Sont-elles trop intelligentes pour vivre avec un homme? Autre chose au niveau de l'évolution de conscientisation qu'on aborde en répondant aux questions, mais de toute façon, on y retouchera dans l'avenir, c'est que lorsqu'une personne commence à s'approcher de son intelligence, lorsqu'un être arrive à être dans sa propre énergie, lorsque moi je suis capable de penser de par moi-même, lorsqu'un être est capable de dire « je suis ce que je suis » sans se comparer à l'extérieur, plus un être avance dans un cheminement de conscientisation, moins il sera capable, pendant un laps de temps, de travailler avec quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait normal parce que plus la personne se conscientise, plus elle tend à être créatrice. Donc, plus elle va vouloir exprimer sa créativité, et cette créativité n'ira pas nécessairement en concordance, en harmonie avec l'expression de créativité d'un autre être humain qui se conscientise. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, la femme, elle a des idées différentes de plus en plus de son entourage ancien, et elle va de plus en plus devoir être un peu plus célibataire. Le Québec est une terre privilégiée pour différents mécanismes que j'explique plus amplement au niveau du séminaire intensif PMC. Donc, je ne veux pas y revenir, là, ça serait trop long. C'est une terre privilégiée, et plus cela va, plus la femme tend à vouloir être seule, un peu aux États-Unis, mais surtout au Québec, et plus l'homme vit un célibat. Ils peuvent sortir ensemble, le mariage n'est plus à la mode, de moins en moins du moins, et même on a de plus en plus de divorces, pas parce que l'homme est de plus en plus stupide, parce que l'homme et la femme évoluent plus rapidement, ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme veut exprimer quelque chose, veut créer, veut faire de la mécanique dans le salon, veut faire quelque chose, et la femme, elle, veut faire d'autres choses. À un moment donné, leur créativité sont de plus en plus exprimées individuellement, ce qui crée, à un moment donné, une séparation. Or, le fait que les femmes soient célibataires, c'est tout à fait normal. Le fait qu'il y ait plus de femmes qui aient des quotients intellectuels élevés, c'est parce que la femme, elle a une polarité positive, donc, d'honneur au niveau mental, ce que l'homme n'a pas. Par contre, l'homme aura une facilité à entrer en contact avec l'énergie supramentale. La femme, elle aura une facilité d'orchestrer la matière. Or, ce que la personne amène ici, c'est simplement une explication du résultat des mécanismes de polarité ou de sexualité des corps de l'homme et de la femme. C'est tout à fait normal. Ce que j'en pense, absolument rien. Sont-elles trop intelligentes pour vivre avec un homme? Alors, comme je vous dis, si vous attachez deux oiseaux l'un à l'autre, même s'ils ont quatre ailes, ils ne peuvent pas voler. Lorsque la femme arrive à un degré de conscientisation suffisant pour être dans son énergie, pour pouvoir dire
je ne suis pas une femme sous tous les plans. C'est-à-dire que je ne suis pas un être totalement sexuel au niveau féminin. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas un homme. J'ai un corps d'homme. J'ai une psychologie d'homme. J'ai un corps de femme. J'ai une psychologie de femme. Mais au niveau de l'efficacité, au niveau de mon expression sur la planète, je suis un être humain. Alors, lorsque l'homme rentre dans son propre énergie, il devra obligatoirement arriver à vivre une autre forme d'amour qui n'est pas un amour d'attachement. Donc, l'homme va se séparer, la femme va se séparer jusqu'au moment où, au fur et à mesure où ils vont comprendre, où ils auront des points de vue nouveaux, lorsqu'ils comprendront suffisamment ces mécanismes, ils pourront commencer à exprimer un amour intelligent qui n'est pas la coloration de l'amour que nous vivons présentement au niveau de l'amour psychologique, un amour qui fait souffrir l'homme. Donc, à un moment donné, la femme va se rallier à un homme. L'homme va se rallier à une femme, mais pas parce que les deux auront un besoin l'un de l'autre, parce que les deux comprendront l'intelligence de cheminer côte à côte, qui est différent de ce que l'homme et de ce que la femme vivent présentement. Et si on comprend l'intelligence de vivre côte à côte, n'importe quand, s'il y a lieu, on comprendra l'intelligence de se séparer. Et il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de heurts, il n'y aura pas de chicane, on n'aura pas besoin d'avocat, on n'aura pas besoin de rien de ça. Et s'il y a un enfant qui apparaît, l'enfant sera là par intelligence et les adultes seront suffisamment intelligents pour constituer une famille qui sera d'ailleurs un noyau au niveau des sociétés nouvelles. Présentement, la famille, c'est ce qui constitue aussi nos sociétés, même si on a une tendance à une destruction des cellules familiales, pour créer des cellules de groupe, où on a des cellules philosophiques, des cellules morales, des cellules de jeunes, des cellules de tripeux de différentes drogues, des cellules politiques, où on déforme la cellule familiale. C'est normal qu'elle se déforme parce que la cellule familiale telle qu'elle est constituée présentement ne peut pas continuer à vivre parce qu'elle est constituée sur des bases totalement correctes pour l'homme ancien, mais totalement inexistentielles, incorrectes, inharmonieuses pour l'homme nouveau. Alors, c'est normal que ça se passe comme ça. C'est apparemment troublant, apparemment souffrant pour l'homme qui ne comprend pas ce qui se passe. Tout va s'arranger pour le mieux après une phase qui va paraître un peu troublée. Et évidemment, on va casser des œufs, on va faire des œufs brouillés et on va finir avec une belle omelette. Alors, il faut bien comprendre que c'est normal que lorsque la femme rentre dans son intelligence, qu'elles veulent créer, qu'elles veulent mener sa vie, qu'elles veulent faire des choses un peu plus pour elles, et c'est ça qui va lui permettre d'expérimenter la vie, non plus collectivement, c'est-à-dire par le noyau de la cellule familiale, par le noyau d'une organisation, tout seul, son cheminement, autant la femme que l'homme, et lorsqu'ils auront suffisamment cheminé ensemble, ils comprendront l'intelligence de se réunir. Ils ne reviendront pas avec la nostalgie du passé. Ils ne reviendront pas dans l'espoir de faire mieux. Ils ne reviendront pas dans l'espoir de quelque chose. Ils vont venir parce qu'ils vont comprendre l'intelligence. Une question là, qui est pas mal ambiguë et très intéressante à la fois dans l'atmosphère psychologique où elle est posée. Je pense que c'est une femme qui pose cette question-là. C'est dit ici, si l'homme est satisfait en relation sexuelle avec sa femme, pourquoi doit-il aller à la recherche d'une autre femme pour se satisfaire sexuellement? Quelque chose qui va pas là. Oui, parce que la femme, elle voit la relation sexuelle de l'homme à partir de ses propres principes et elle élabore elle-même le critère de satisfaction de son mari, par exemple. Alors, il y a eu telle chose, il est satisfait. C'est ses critères à elle. Mais selon les critères de son mari, est-ce qu'il est satisfait? Ça a l'air que non, vu qu'il va voir ailleurs. Alors, c'est pour ça que tu as peut-être raison en ce sens que c'est peut-être une femme qui pose cette question. Peut-être que non, remarquons bien, mais en tout cas, ça serait très bien posé par une femme. Mais elle établit elle-même les critères de satisfaction de l'homme et elle ne comprend pas. Si c'est l'homme qui pose cette question... Ça pourrait être un homme aussi. Exactement. Si c'est l'homme qui pose cette question, il va se demander comment ça se fait que ma femme me donne tout et que j'ai quand même envie d'aller fouiller ailleurs. Alors, vibratoirement, l'énergie vitale de la femme n'est peut-être pas suffisamment puissante pour dynamiser son manque à gagner en énergie vitale, ou ce n'est pas nécessairement une énergie vitale d'une polarité tout à fait similaire à celle qu'il a besoin, ce qui fait qu'il va quand même rechercher ailleurs cette énergie vitale qu'il a besoin, malgré que dans son contexte psychologique, il est satisfait avec sa femme. Donc, il n'est toujours pas satisfait, même s'il pourrait penser qu'il est satisfait. Alors, d'un côté, il y a la femme et la maîtresse, donc il y a le maître à penser et la maîtresse à dépenser. Il y a peut-être besoin des deux, en tout cas. Ici, encore une autre question du même genre. C'est peut-être encore la même personne. Si l'homme a une femme et une maîtresse, laquelle des deux femmes
est plus respective à l'homme? Bon. Alors, évidemment, je ne veux pas que tout le monde commence à courroyer des maîtresses puis des maîtres. Allons-y pour l'union libre et tout ça. Parle-nous-en un peu de ça. Non, l'union libre, c'est quelque chose de problématique parce que lorsqu'on a une union libre dans le cadre psychologico-sexuel, on a une dilapidation d'énergie terrible. As-tu vu ce qui se passe avec la secte de Bhagwan Sri Rajneesh, là, qui prône l'union libre et tout à l'intérieur de la secte? Aujourd'hui, il défend ça, il veut plus rien savoir parce qu'il y a 2 cas de sida dans sa secte. Il faut qu'il change toute sa philosophie de vie. Ben, c'est ça, on appelle ça une adaptation. Je ne sais pas si les disciples vont pouvoir s'adapter. La nature a vraiment des mécanismes intelligents, elles sont même en avance sur notre compréhension. Non, mais c'est évident. Non, mais c'est sérieusement évident. Alors, si l'homme a une femme et une maîtresse, laquelle des 2 femmes est plus respective à l'homme? Il faut bien comprendre qu'à un moment donné, dans l'évolution de l'homme, comme dans l'évolution de la femme, ils ont besoin à un laps de temps particulier de forme d'expérience particulière. Alors, ce qui fait que l'enfant à 7 ans a besoin d'expériences particulières qu'il n'aura plus besoin à 12 ans. Lorsque l'homme et la femme se marient, ils peuvent se marier, ou lorsqu'ils, disons, on parle de mari et de maîtresse, donc lorsqu'ils se marient, ils peuvent être mariés, donc se marier par carcanage social, c'est-à-dire par éducation, il faut qu'ils forment un couple, il faut qu'il y ait des enfants, ça paraît bien, ou etc. Ça peut être aussi pour sauver de l'argent, parce qu'évidemment, c'est économique d'être mari et femme. Ça peut être pour différents mécanismes, et ça peut être aussi pour une raison du coup de foudre, donc un rapport énergétique apparemment, authentiquement parfait sur le moment. Alors énergétiquement, ça fait tellement bien qu'on appelle ça un coup de foudre. Et ça pogne, ils se marient. Lorsqu'ils évoluent selon leur évolution, soit ensemble, ce qui est rarement fait dans un couple actuel, parce que les 2 ont encore la compréhension colorée philosophique que la femme, c'est la femme et que l'homme, c'est l'homme. Alors, donc, dans une évolution qui serait complémentaire, faite ensemble, il n'y aurait jamais de maîtresse et il n'y aurait jamais de problème. Dans une évolution faite séparément, et juste le fait de travailler est déjà une évolution séparée, dans une évolution faite séparément, il vient un temps où l'homme a une transformation d'énergie, que ce soit au niveau physique, son corps se transforme par un vieillissement ou par un rajeunissement, au niveau vital, au niveau psychologique, au niveau mental. La femme, c'est la même chose. Il vient un temps où énergétiquement, ce que la femme apporte n'est plus ce que l'homme a besoin, et ce que l'homme apporte n'est plus ce que la femme a besoin. Maintenant, il peut y avoir toujours harmonie énergétique dans le plan psychologique, et l'homme va rechercher une maîtresse pour un autre plan. Il peut y avoir et vice-versa au niveau de la femme. Et normalement, dans ce genre de cas, la femme et l'homme, si tous les deux ont un échange qui est harmonieux au niveau d'un plan, mais qui ne l'est pas au niveau de l'autre, ils peuvent accepter les unions libres, c'est-à-dire les échanges libres. Ça peut. Alors, ce ne sont pas du monde anormal, c'est du monde qui vit une normalité différente. À un moment donné, la femme peut même comprendre que son mari est une maîtresse parce que sa maîtresse, lorsque le mari revient, le mari est tellement extraordinaire que la femme, elle tient à ce que son mari ait une maîtresse parce que le mari est extraordinaire. Alors donc, la femme, elle a une relation parfaite avec son mari et le mari a une relation parfaite avec sa femme parce qu'il peut aller chercher ce qui lui manque ailleurs. De temps en temps, selon l'éducation, on va refuser ce mécanisme, donc encore selon nos critères d'éducation, ou encore parce qu'énergétiquement, l'énergie que l'homme ramène de sa maîtresse ne va plus du tout avec la femme, et vice-versa, l'énergie que la femme ramène avec son amant ne va plus du tout avec celle du mari, alors il y aura une scission. Alors, cela explique simplement ces mécanismes qui fait qu'à un moment donné, l'homme court ailleurs. Maintenant, lequel des deux est le plus important? Ça dépend simplement de l'homme, ça dépend aussi de la femme. Lorsque la femme a son mari et un amant, si son mari ne veut plus rien faire avec, évidemment, c'est l'amant qui est prédisposé à aller chercher. Une chose qui est importante, c'est que excluons les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on ne doit pas tout faire, et ça peut en frustrer certains, mais on ne doit pas tout faire pour conserver un ménage s'il n'y a pas d'enfants. Pour la simple raison qu'à un moment donné, les deux s'autodétruisent mutuellement, et de toute façon, il y aura séparation. Ce n'est pas devant l'avocat en cours criminel, ce sera devant un avocat en cours, mais après 15 ou 20 ou 50 ans de malaise et de destruction. Alors, lorsqu'il y a un mariage, l'homme ne se marie pas parce qu'il comprend ce qu'il fait. L'homme se marie parce qu'il est dans un cadre social ou religieux, parce qu'il est assujetti à une conscience collective qui l'amène à faire des actes et à poser des actes. Lorsqu'il y a des enfants, je ne veux pas aujourd'hui m'attarder à ce mécanisme, on va y revenir lorsqu'on va parler de l'enfant, des choses qui, normalement, devraient être faites dans l'intelligence de l'enfant.
Alors, l'enfant, en tout cas, on reviendra au niveau de ce mécanisme au niveau de la semaine prochaine. Alors, ce qui fait que lorsque, dans un couple, tout ne va plus, c'est sûr que parce qu'une semaine, ça ne va plus, on ne casse pas tout. Mais lorsque ça fait un nombre de temps qui commence réellement à faire en sorte que les deux vivent dans deux mondes totalement différents, qu'ils ne peuvent plus, ils peuvent prendre des semaines de réflexion, se séparer, mais on sait que la majorité des personnes qui réfléchissent, qui reviennent ensemble, sont de l'âge encore. Alors, on doit comprendre l'intelligence de l'union et on doit comprendre l'intelligence de la séparation. Et sachez bien que une rencontre, c'est toujours le début d'une séparation, qu'elle soit faite par la disparition d'un corps physique ou par l'éloignement du corps physique. Et ça, il faut le comprendre dès le départ. C'est quoi l'amour qu'une femme peut porter à un homme, là, et l'amour de l'homme pour une femme? Je traduis un peu la question, là. Bon. L'amour que l'homme apporte à la femme va être un amour qui, disons qu'on a expliqué relativement bien ce soir un peu ce mécanisme, mais c'est de l'amour qui va être beaucoup plus. Premièrement, l'homme doit amener à la femme ce que la femme veut avoir. C'est important parce que si l'homme amène à la femme ce que l'homme pense que la femme veut, ça ne peut pas marcher longtemps. Et la femme, évidemment, devrait amener à l'homme ce que l'homme veut comme amour. Alors, l'homme est un paresseux par excellence. La femme est beaucoup plus énergique que l'homme parce que la femme, elle a un corps vital qui est positif, c'est-à-dire qui est donneur. Donc, elle peut travailler beaucoup plus. L'homme est un paresseux. Et la femme qui donne à l'homme doit donner à l'homme ce que l'homme a besoin. Et ça, il faut faire bien attention. On n'aura pas le temps encore peut-être de tout d'aller, parce qu'on peut aller loin en crime avec ce mécanisme même, que la femme et l'homme ne peuvent pas donner à l'homme ou à la femme tant qu'ils ne comprennent pas l'homme et la femme. Ils ne peuvent pas donner convenablement, harmonieusement. Donner à la femme. Moi, je donne à ma femme ce que ma femme a besoin. Ça veut dire que je ne donne pas à ma femme nécessairement ce qu'elle demande. Et ça veut dire aussi, comment puis-je donc savoir que c'est ce qu'elle a de besoin si je ne dois pas me fier à ce qu'elle demande nécessairement? Alors, l'homme qui ne voit pas clairement va dire, c'est ça qu'elle a besoin, à partir de lui. Donc, ça ne fonctionne pas. L'homme qui donne à la femme ce qu'elle demande, la femme, comme l'homme, ne demande pas ce qu'il a besoin parce qu'il ne se connaît pas suffisamment pour savoir ce qu'il a besoin. Alors, la femme qui va dire, j'aimerais ça que tu m'achètes des fleurs de temps en temps, j'aimerais ça que, achète-y des fleurs. Ça marche pas. Faut donner à la femme ce qu'elle a besoin selon sa constitution et elle va exprimer ce besoin dans des mots et dans une énergie particulière qui n'est pas nécessairement l'expression parfaite de ce qu'elle a besoin. L'homme va dire à sa femme ce qu'il veut. La femme, de temps en temps, quand il y a une chicane à un moment donné, ou quand ça va un petit peu mal, la femme et l'homme, de temps en temps, veulent revenir. Alors, mais dis-moi ce que tu aimerais, dis-moi, je vais faire l'effort. Mais ça marche difficilement parce que l'homme n'exprime pas ce qu'il a besoin et la femme n'exprime pas ce qu'elle a besoin. Alors, si je détermine les critères, les paramètres que la femme a besoin, je peux me tromper parce que je vais mettre des paramètres masculins sur les besoins de la femme. Mais si je donne à la femme ce qu'elle demande, je peux encore me tromper parce que la femme ne demande pas ce qu'elle veut. Il exprime toujours à travers des stéréotypes, alors que si la femme dit je veux des fleurs, c'est parce qu'elle veut de l'affection, de la tendresse, du respect, de la considération. Exactement. Et c'est même possible que l'attention que tu vas lui donner, qu'elle ne le capte pas s'il n'y a pas la fleur, quand même. Il faut quand même que tu y amènes la fleur pour après ça lui donner. Parce que ce qu'elle a exprimé psychologiquement, ça c'est complet, maintenant tu peux me donner le reste. Et c'est la même chose pour l'homme, hein? C'est la même affaire pour l'homme. L'homme va demander quelque chose à sa femme. La femme qui rentre à Noël, qui achète un set de ratchet, de clés à son mari. Si le mari aime faire de la mécanique ou aime bricoler, il est tout content. Mais il faut faire que ça se poursuive. Mais si ça arrête là, c'est pas ça. Il en a besoin parce que l'homme est récepteur mentalement. L'homme est un créatif, veut créer. Il a besoin d'outils, il a besoin de cochonneries comme ça. Il a besoin de motivation, puis en lui achetant son set de clés, elle est en train de le motiver pour... Oui, sauf qu'elle risque de l'empêcher, elle risque 2 semaines ou 3 semaines après de chialer parce qu'il rentre tout plein d'huile. Alors, il y a un problème entre ce qui a été donné et ce que l'homme veut avoir. Et pour ça, il faut évidemment qu'on arrive à... Pour ça, c'est pourquoi que ce soir, et comme d'autres conférences qu'on va faire et qu'on a faites, c'est important de comprendre l'homme, mais plus que juste une façon psychologique comme on l'a dans nos écoles, au niveau de la psychologie, au niveau des thérapies de groupe. Il faut le comprendre plus cosmiquement, plus ésotériquement, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que si on n'intègre pas tout du premier coup, on peut pas tout mettre en application tout de suite, mais ça vient avec le temps. Et à un moment donné, on va dire, tiens, il me pose telle question, même chose pour l'enfant.
Il me pose telle question, mais moi, je connais l'homme, je connais sa constitution, je sais. Alors, ce que je dis ce soir, expérimentez, vous allez voir, ça fonctionne. Et à un moment donné, je vais dire, bon, il se passe telle chose, et je sais que pas qu'il soit heureux, en passant, c'est pas pour que l'homme soit heureux, pour que la femme soit heureuse. Elle va automatiquement être dans une énergie que vous pourrez appeler bonheur. Mais ce n'est pas pour qu'elle soit heureuse. C'est pour combler les lacunes de ses constitutions corporelles planétaires. La femme a besoin d'affection, mais si la femme, toutes les fois qu'elle a besoin d'affection, je lui en donne, puis je lui en donne, je me fais en 8 pour y en donner. Elle va en demander de plus en plus. Puis à un moment donné, je pourrai plus, et ça marchera plus. Si l'homme demande à sa femme et la femme se plaît à tous ses délices, mais l'homme va en demander de plus en plus. L'homme va, puis pas parce qu'il est exagérant, parce que c'est sa nature. Comme c'est la nature de la femme d'en demander plus, et à un moment donné, la femme ne pourra plus donner. Puis l'homme va dire, t'es bien sans cœur, tu changes bien, puis ça marchera plus. Là, la femme va faire un retour sur elle pour commencer à se retrouver, puis le mari l'acceptera pas pantoute. Et vice-versa, si le mari fait un retour sur lui, la femme ne l'accepte pas. Alors, il faut faire extrêmement attention, c'est comme l'enfant qui te demande un paquet d'affaires, il faut que tu lui donnes ce que intelligemment il a besoin. Et ça, c'est des choses qu'on va élaborer beaucoup plus quand on va parler du couple, quand on va parler aussi de la relation homme-enfant, de la relation femme-enfant dans des conférences différentes, et on va aussi revenir sur la psychologie de l'homme et de la femme nouvelle le 1er novembre. Alors, il faut faire bien attention de ne pas donner ce qu'on nous demande, mais de ne pas refuser ce qu'on demande. Parce que ce qu'on demande est l'expression du besoin. Il faut connaître le besoin et non pas essayer de créer, d'imaginer le besoin de la femme à partir de notre psychologie. C'est sûr que si l'homme va voir la femme, il dit à la femme, ma femme me demande des fleurs, qu'est-ce que tu penses qu'elle veut? La femme peut te répondre mauditement plus. Que si tu te dis, elle me demande des fleurs, ben c'est sans doute que. Mais lorsque l'homme et la femme arrivent à comprendre l'autre, pas juste dans le plan psychologique, dans le plan de la constitution réelle, pas dans le psychologique, ça fonctionne l'évolution. Alors, à un moment donné, il y a une harmonie qui s'établit parce que c'est de l'amour intelligent. Je sais ce qu'il a besoin pour être dans une énergie qui lui est propre. Et ma fonction est de lui donner. Et s'il est dans une énergie où il est propre, dans son intelligence, il va comprendre ce que j'ai besoin et il va me placer dedans. Parce qu'il va voir l'avantage que je sois dans mon énergie et je vois l'avantage qu'il soit dans le sien. Mais présentement, l'homme voit l'avantage de soutirer à la femme et la femme voit l'avantage de soutirer à l'homme. Alors, ça va changer. Trouvez-vous ça normal que certains hommes battent la femme et que certaines femmes aiment à être battues pour quelque raison que ce soit? Ben oui, c'est tout à fait normal. Ben la preuve, ça existe, c'est normal. Pour ceux qui ne font pas ça, c'est anormal. Et pour ceux qui font ça, c'est tout à fait normal. L'inverse serait même anormal. La femme qui a besoin d'affection, elle est prête comme l'homme, qui a besoin de sexualité ou qui a besoin d'une affection sexuelle, tandis que la femme a besoin d'une affection psychologique. Même si les deux peuvent toujours engendrer des relations sexuelles, disons que la femme a une affection plus psychologique, l'homme a une affection plus sexuelle. La femme, on parle, disons, de la femme en ce qui concerne la question qui est là, la femme battue qui adore son mari, qui adore que le mari la batte, c'est simplement qu'elle a découvert un homme à un moment donné, elle a créé un cadre familial qui l'a sécurisé, et comme d'ailleurs la majorité des personnes qui ne peuvent pas se séparer, mais qui sont prêtes à se tuer, mais pas se séparer, c'est qu'ils ont peur de sortir du cadre familial qui est un cadre connu. C'est une névrose, ça. C'est une névrose. Et Elle tout le monde recherche est un peu névrosé. l'autorité du père à travers ça qu'elle a besoin. Exactement. Lorsque je disais que la planète Terre est un immense hôpital psychiatrique, ben c'est ça. C'est parce que l'homme est pas intelligent et l'homme est pas fou non plus, mais disons que si on voudrait regarder la perfection, il n'y aurait rien de problème. Alors, ce qui va arriver, c'est que la femme, elle recherche quelque chose de son mari et le cadre dans lequel elle vit, le cadre affectif, lui plaît. L'homme a besoin, possiblement, parce que l'homme est un donneur au niveau psychologique, donc l'homme a besoin de prouver sa supériorité, l'homme a besoin d'être par-dessus, l'homme peut vouloir battre sa femme et l'homme aime sa femme. Comme les parents qui battent leurs enfants, souvent adorent leurs enfants. Mais ils l'expriment comme ça. Et là est le problème. Mais la personne elle-même, on ne peut pas la condamner même si on le fait. On pourrait la soigner, par exemple. Ça serait une bonne chose ailleurs. Mais il faut soigner pas un que l'homme qui bat sa femme, il faut soigner la femme aussi. Parce qu'elle adore se faire battre. La femme qui se fait battre. Alors, ce qui va arriver, c'est que la femme, n'ayant pas l'émotivité ou l'affection dans l'ordre qu'elle le veut, ben, elle va finir par accepter l'affection que l'homme lui donne. Puis l'homme donne psychologiquement cet homme-là au niveau de battre sa femme, de voler,
de chicane, de cris, de colère. Alors la femme, elle va simplement décider qu'elle accepte ça. Et ça, maintenant, ça fait partie de son bagage connu. Lorsque son mari rentre, elle est dans son coin, puis elle l'attend. Mais au moins, si le mari rentre pas, là, ça marche plus. Là, il y a un problème. Là, t'inquiète. Si le mari rentre, tout va bien. Fait que là, elle accepte que le mari la batte. C'est le prix qu'elle paye pour garder son corps de sécurisant. Alors, j'ai expliqué justement hier à la radio, et j'ai vu en 5 ans d'expérience en ambulancière, tellement de femmes qui se sont fait battre et qui accompagnaient leur mari à l'hôpital parce que le mari, en les battant un peu trop, s'est blessé, et qui chouchoutaient le mari, qui le flattaient sur le front, qui l'embrassaient à tout bout de champ. En tout cas, c'était vraiment... Puis le bonhomme continuait à gueuler après quand même, puis elle disait « Oui, mon pitou, puis elle l'embrassait. Fallait quasiment l'attacher en avant sur le banc pour qu'elle aille pas voir son mari en arrière à sa civière. Réellement, c'est pas possible. Mais c'est tout à fait normal. Il faut pas grand-chose pour que cette femme redevienne normale et qu'elle comprenne les mécanismes de ce qu'elle a besoin. Mais présentement, elle est prête à accepter un pain rassis parce que le pain rassis, au moins, elle l'a, puis elle n'est pas sûre d'avoir du pain neuf. Alors, elle accepte donc que l'homme la batte. Et l'homme a besoin de sa femme. Et sa femme, ayant besoin de ce genre d'affection, à un moment donné, parce que l'homme éduque la femme éduque l'homme rentre, puis s'il ne bat pas sa femme se sent mal. Parce qu'elle elle comprend pas. Alors l'homme, à un moment donné, va battre sa femme. Pour sa femme. Et c'est sérieux. Maintenant, il faut vivre avec ce monde pour s'en rendre compte. Quand la femme n'est pas là, puis qu'on parle avec le mari, c'est différent. Quand la femme vient là, le mari devient fou. Et le mari vient comme il a été stéréotypé par la femme. Et la femme, lorsqu'elle est à part, non, elle l'aime. Oh, mais c'est un bon bonhomme quand même. Tu sais, si vous verriez, oui, mais là, c'est tout plein de bleu. Ah oui, mais ça, c'est ça. La femme à part, c'est différent. Le bonhomme approche, elle redevient piteuse, elle se cache en dessous du lit, puis elle essaie de le flatter en même temps. C'est toute une amanchure. Mais il faut pas grand-chose à ces deux êtres humains-là pour arriver à les replacer convenablement. Sauf que si on essaye par la psychologie ou si on essaye par la loi pour compenser le manque d'éducation, ou ces choses-là, on n'arrive pas à rien faire. C'est évident. On connaît tous autour de nous, dans notre entourage, des couples qui vivent ce genre de déchirement continuel, de séparation, de réconciliation, de bagarre, etc. Puis qui sont heureux. Mais oui. Ils viennent te voir quand ils sont déchirés, l'un parle sur le dos de l'autre, etc. Toi, tu es pris entre l'arbre et l'écorce, puis tu sais que tu peux rien dire, tu peux pas prendre position, parce que demain, ils vont être ensemble à nouveau, puis ils vont parler sur toi. On voit tout ça autour de nous. C'est comme s'ils avaient besoin de vivre une espèce de dynamique d'amour, en fait, qui est une façon de se faire la cour un peu spéciale. Maintenant, il existe le contraire aussi. Il y a des hommes qui recherchent des femmes pour se faire materner. Encore une fois, une autre mémoire de famille ou d'enfance. Ça, c'est régulier avec la femme qui remplace la mère ou le mari qui remplace le père. Mais évidemment, encore là, si tu veux combler avec un homme un besoin que lui ne peut pas combler, c'est pas ton père. Et toi, tu vas essayer de l'éduquer à devenir ton père. Lui va refuser. Et à un moment donné, il va y avoir un conflit d'éducation entre un et l'autre. Et on en arrive à inconsciemment, on a bâti un mari qui n'est pas ce qu'on voulait. On a une femme pas ce qu'on voulait. Tous les deux, on s'aime pareil, mais tous les deux, on s'engueule régulièrement. Parce qu'on s'est auto-instruit à ce genre de vécu. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas donner à la femme tout ce qu'elle demande, il ne faut pas donner à l'homme tout ce qu'il demande. Parce qu'à un moment donné, on instruit, on éduque l'autre à notre agissement. Et lorsqu'on ne veut plus agir, l'autre ne le prend pas. Lorsque l'enfant te demande un gâteau, tu lui donnes du gâteau tout le temps, la journée que tu ne veux pas, il fait une sainte crise. Alors, il fallait commencer tout de suite à dire non. Et lorsqu'il est heureux, tout va bien, tu y en donnes un. Bon, puis encore là, il ne faut pas t'y en donner deux fois qu'il est heureux. Mais il y a un moyen d'éduquer selon les besoins. Et non pas seulement d'éduquer selon ce qu'on pense que, d'éduquer pour se débarrasser, souvent ça arrive au niveau du couple aussi, et de donner simplement ce qui est parlé, ce que l'autre demande. Alors, les personnes qui, à un moment donné, la majorité des couples, de toute façon, qui s'autodétruisent, et la majorité des couples ont de la difficulté à vivre parce que les couples évoluent de plus en plus rapidement et de plus en plus différemment, ce qui est normal. Si le couple de base comprend les mécanismes même qui différencient l'homme et de la femme dans l'expression planétaire, peuvent arriver à faire un compromis qui va être réellement enrichissant pour les deux. Parce que c'est pas l'homme ou la femme qui ne vont plus ensemble à un moment donné. C'est que les deux ont des points de vue qui ne vont pas ensemble. L'homme et la femme, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme, ça va ensemble. Mais le point de vue crée qu'à un moment donné, ça ne va plus ensemble. Alors, effectivement, si tu es sur le bord du divorce, d'un coup, tu comprends tout ça, ta femme comprend tout ça. Alors, vous pouvez revenir, tout le reste, on s'en fout, ça va vous recommencer à zéro réellement, puis il n'y a plus aucun problème. Mais pour ça, il faut que la femme et l'homme comprennent les mécanismes d'évolution. Et on essaye plutôt de comprendre les mécanismes qui font que l'autre demande quelque chose. Mais dis-moi ce que tu veux, là, puis dis-moi ce qui te tente ses nerfs dans ce que je fais. On ne rebâtit pas un ménage comme ça, puis on n'en construit pas un non plus.
faut comprendre que l'homme est un être qui s'exprime différemment et qui a une évolution particulière, qui est bénéfique à la femme, que la femme est un être qui s'exprime différemment, qui a une évolution différente, qui est bénéfique pour l'homme. Et là, on va agir en fonction de ce que les deux ont besoin, mais pas en fonction de ce que moi j'ai besoin, puis que je vais piquer chez elle. Mais à un moment donné, on a des personnes justement qui se chicanent parce que ce qu'ils ont besoin, ne l'ayant pas comme ils voulaient, ils acceptent ce qu'on leur donne. Question qui est personnalisée, là, certainement par un homme, parce que c'est demandé ici, dans combien de temps pourrait-on prévoir que la femme ne soit plus émotive? On pourrait lui dire dans combien de temps est-ce que l'homme va être réellement intelligent, hein? Être réconcilié avec la vie? C'est à peu près ce que j'allais répondre. On ne peut pas demander à la femme d'être moins émotive. La femme sera toujours émotive, sauf que la femme sera beaucoup moins manipulable par son émotion. Ce qui est totalement différent. Et ça prendra le temps que la femme voudra bien que ça prenne. C'est sa business à elle, c'est pas celle de l'homme, ça. Ça, c'est une question possiblement masculine. Elle peut être féminine avec, mais si l'homme pose cette question-là, il n'est pas à sa place du tout. Parce qu'il devrait se demander plutôt quand est-ce que, et se demandant quand est-ce que moi je vais être, il va simplement découvrir que c'est stupide de poser cette question-là. Alors, si c'est stupide pour lui, c'est aussi stupide pour la femme. Quand est-ce que la femme va être enfin comme j'aimerais qu'elle soit? Tu sais, c'est la question qu'un homme pourrait poser. Les femmes émotives, Quand est-ce que la société va changer? C'est le même genre Exactement. Quand est-ce que la société va changer? Quand elle va changer. Puis elle va changer quand l'homme va changer. Alors, quand est-ce que l'homme va changer? Bien, quand la société va changer. Bon, en fin de compte, tu n'as pas de réponse au niveau temporel. Ce qui regarde la femme regarde la femme. La femme s'occupe très bien de son affaire et elle s'en occupe bien en crime. L'homme s'occupe aussi très bien de son affaire. Sauf qu'à un moment donné, il faudra que les deux comprennent ce qui se passe l'un chez l'autre pour commencer à travailler ensemble d'une façon réellement constructrice et non plus seulement d'une façon de relation plus ou moins harmonieuse, plus ou moins désharmonieuse. Le temps, c'est pas important. Quand est-ce que l'homme nouveau va commencer à pouvoir réellement travailler une société nouvelle? Mais ça dépend de vous autres. Ça ne dépend pas d'un caractère de temps. Demandez-moi pas de vous dire, ben là, en 1999, et des pinottes, l'homme nouveau va apparaître à 20h48 exactement. 1 heure plus tard dans les maritimes. Exactement, oui. Et non. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, c'est déjà en naissant chez l'homme ancien, c'est déjà en train de surgir chez l'homme ancien. Certains ont de la difficulté à comprendre ce qui se passe chez eux. Alors évidemment, il y a des choses qu'on fait pour aider ce genre de personnes. Ça peut aider comme ça peut ne pas les aider, mais ça ne leur nuit pas. Comme le séminaire intensif PMC, du moins que moi je fais. D'autres choses se font ailleurs, mais je ne connais pas tout de ce qui est fait présentement au niveau du plan matériel. Et plus cela va, il n'est pas question de temps, plus cela va, plus cela se transforme, et plus l'homme va vouloir intelligencer ce qu'il fait, plus cela va se faire rapidement. Mais on ne peut pas demander dans quel temps. C'est ridicule. La femme avec un homme asexué enfanterait comment? La femme avec un homme asexué est très mal placée. On n'a pas des enfants forts. Bon, la femme, elle peut enfanter de différentes façons. Elle n'a pas besoin d'avoir un homme asexué à côté d'elle pour enfanter ou un homme sexué. Et si on veut poser cette question, par exemple, si la femme qui est là, mettons que c'est une femme qui poserait la question, je dis bien mettons, si son mari est androgyne ou asexué, ben qu'elle ne se pose pas la question, il va falloir qu'elle aille voir ailleurs si elle va enfanter. Ça, c'est évident. La femme ne peut pas présentement enfanter. Il y a des mécanismes qui peuvent faire en sorte, et d'ailleurs, vers la fin de la phase d'androgyna de l'humanité, les femmes vont enfanter sans relation sexuelle. Bon, et ce que je dis là, évidemment, peut paraître absolument extraordinaire. Maintenant, on a déjà, dans nos traditions historiques, différentes femmes qui ont enfanté sans relation sexuelle, que ce soit la mère de Bouddha, que ce soit la mère de Krishna, que ce soit la mère de Jésus, que ce soit la mère d'un paquet d'autres personnes, qui ont enfanté sans relation sexuelle. Il faut bien comprendre que la femme, elle n'a pas besoin du spermatozoïde de l'homme. Quand on dit que... prenez juste ceci. C'est stupide, la femme qui enfanterait sa relation sexuelle. Pourquoi c'est stupide? Parce que habituellement, on est habitué que la femme enfante si elle a une relation avec l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme apporte à la femme? Une cellule. Mais la femme, l'homme les crée, ces cellules. La femme ne peut pas les créer. Et la femme, elle a toute l'énergie vitale, elle a les mêmes cellules que l'homme, sauf que l'homme, présentement, a une forme d'énergie vitale qui lui permet de créer des spermatozoïdes. Mais ça n'empêche pas la femme d'en créer. Et ça n'empêche pas non plus l'homme d'avoir, à un moment donné, des mécanismes hormonaux qui sont similaires à la femme. Si on parle, par exemple, de l'homosexualité ou si on parle, par exemple, du lesbianisme, autre que sexuel, je parle d'un caractère psychologique dans un corps différent, une femme dans le corps d'un homme, puis un homme dans le corps d'une femme,
Si on parle de ça à un moment donné, si vous l'avez pas vécu, vous allez me dire, voyons, c'est complètement impossible qu'un homme soit comme une femme dans sa psychologie, dans sa relation affective, qu'un homme soit comme une femme, ben voyons donc. Mais il y en a plein sa planète. Et plus il y en a, maintenant, on va dire, ben oui, ça se peut. Ça se peut pourquoi? Parce qu'on en voit. Mais c'est le même phénomène au niveau de la femme. Lorsqu'on sait qu'à un moment donné, les hommes allaitaient les enfants que les femmes Amazon leur donnaient, l'homme avait des seins volumineux comme la femme, et l'homme allaitait les enfants. D'ailleurs, l'homme a déjà allaité aussi, parce que l'homme a encore des seins, tout le monde peut savoir. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, les femmes pourront enfanter lorsqu'ils seront de plus en plus androgynes, sans l'apport de l'homme, parce que ce ne sera pas nécessaire, et les femmes pourront créer des corps pour les dernières réincarnations au niveau de l'évolution planétaire. Et à un moment donné, ben, il n'y aura plus évidemment de procréation, parce qu'il n'y aura plus besoin, on n'aura plus de mortalité, l'homme et la femme seront immortels. L'homme étant le récepteur de l'énergie supramentale, la femme devra-t-elle nécessairement être en couple pour baigner dans cette énergie-là? Aura-t-elle besoin toujours de l'intermédiaire de l'homme pour entrer en contact avec cette énergie? Bon, c'est une question qui pourrait être très mal, dont la réponse pourrait être mal perçue. Une chose qui est certaine, c'est que l'homme a toujours eu besoin de la femme pour entrer en contact avec le plan de l'astral d'une façon facile et rapide. Sauf que l'homme est quand même capable d'entrer en contact avec le plan de l'astral, sauf qu'il doit mettre plus d'énergie ou plus d'effort, disons, pour arriver au même résultat que la femme fait facilement. Au niveau du plan supramental, la femme, elle a intérêt à être en couple avec une antenne supramentale, donc avec un homme. Pourquoi? Simplement parce qu'elle n'aura pas d'effort à faire, qu'elle baignera dans l'énergie supramentale qui sera amenée par l'homme. Elle ne baignera pas dans l'énergie de l'homme. Elle baignera dans l'énergie supramentale descendue par l'homme, ce qui est différent. Sauf qu'une femme qui est célibataire, qui est tout seule, devra travailler différemment pour arriver à ce contact. Donc, c'est pas nécessaire que la femme soit avec un homme, comme c'est pas nécessaire que l'homme soit avec une femme au niveau du plan astral, du plan psychologie planétaire, sauf que ça facilite les choses. Simplement. Alors, la femme n'est pas assujettie à l'homme au niveau du contact supramental, sauf que ça facilite les choses. Comme l'homme n'est pas assujetti à la femme au niveau du contact astral, sauf que ça facilite les choses. L'homme peut apprendre à aimer comme la femme tout en restant intégralement un homme, mais il va apprendre plus facilement avec une femme. Parce que la femme, elle l'a déjà. Alors, la femme, elle vit. L'homme observe, l'homme baigne dedans, puis l'homme pratique, puis l'homme arrive à un amour où l'homme va être capable d'aimer un enfant qui vient de naître, va être capable d'aimer des choses que, normalement, d'instinct, l'homme n'a pas tellement d'affection pour. Il ne les tuera pas, il va les protéger dans sa morale de protecteur. C'est l'expression de sa psychologie d'honneur. Par contre, il est capable d'arriver à se transformer pour aussi aimer. Mais c'est plus facile avec des femmes. Comme l'esthétique, l'homme va l'apprendre facilement avec une femme. Alors, aujourd'hui, on a des hommes qui ont l'esthétique dans leurs mains, mais c'est parce qu'il y a une éducation collective, là. On parle toujours collectivement. Alors, la femme, elle peut facilement arriver à entrer en contact avec une énergie supramentale au contact de l'homme, sauf qu'elle peut le faire facilement, disons plus difficilement, mais relativement facilement sans l'homme. On a l'exemple avec Aurobindo et Mère. Je pense que comme femme, elle a fait la part du travail, elle a fait sa part là-dedans. Mère, elle a été en contact avec l'énergie supramentale, et Aurobindo est en contact avec l'énergie supramentale, et les deux ne se connaissaient pas, vivaient dans deux pays différents, et c'est dans le plan supramental qu'ils se sont rencontrés, ils se sont donné rendez-vous, je crois que c'est à Paris, dans le plan matériel, ils se sont déplacés tous les deux, et ils se sont vus, et ils se sont reconnus. Alors ça, c'est, disons, c'est le premier couple supramental. Et après, ils ont travaillé ensemble. Sauf que Mère, elle a pu travailler beaucoup plus vite avec Aurobindo. Et Aurobindo a pu travailler beaucoup plus vite avec Mère. Et Aurobindo est mort avant, c'est normal. Mère étant le potentiel d'énergie vitale positive. Donc, elle a normalement une échéance de vie physique plus longue qu'Aurobindo. Ils ont fait chacun leur part. Aurobindo a fait la synthèse des yogas. Hein? Et puis, Mère, elle est entrée en contact avec le mental de ses propres cellules et elle a expérimenté ce yoga-là. Et elle pouvait rentrer en contact avec le mental de ses cellules parce que la femme, elle est polarisée d'honneur positivement au niveau du mental, ce qui fait qu'effectivement, elle a fait un travail extraordinaire au niveau d'un travail pratique mental. Et Aurobindo, lui, était récepteur. Alors, il a pu synthétiser toutes les formes de yoga pour en faire quelque chose que Mère a pu se servir. Mais est-ce que Mère attendait après Aurobindo? Mais absolument pas. Les deux ont réellement travaillé ensemble sur deux trucs différents qui ont été salutaires aux deux, et évidemment à d'autres personnes, c'est normal. C'est réellement le premier couple supramental, et leur travail s'est fait dans le plan supramental, un peu comme on expliquait la semaine dernière, où à un moment donné, l'homme se crée un corps supramental par la dissolution de son ego, et à un moment donné, l'homme travaille et sur le plan planétaire et sur le plan supramental, ce qu'Aurobindo et ce que Mère ont fait.
C'est pendant intéressant relativement parce longtemps. qu'ils ont eu chacun vraiment leur rôle. On regarde Aurobindo, ça a été le supramental, l'énergie supramentale. Il a beaucoup mis ça sur le papier de façon intellectuelle, philosophique, poétique, etc. Puis, tandis que Mère, dans son exploration, ça a été au niveau vraiment du corps physique. La mutation qu'elle entrevoyait n'était pas celle qu'entrevoyait Aurobindo, c'était une mutation d'ordre physique, un Oui. nouveau corps pour l'homme nouveau. Mais dans combien Loin. de temps? Mais Loin. c'est justement, mais là, ce que tu dis là, c'est justement, ça explique, ou encore, disons que ça va en parfaite affinité avec ce que j'expliquais un peu antérieurement, au niveau justement des polarités des corps et de la forme d'expression des corps. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la femme n'est pas inférieure ou supérieure, etc. Alors, Aurobindo a fait un travail que son corps mental lui permettait de faire, et Mère, la femme d'Aurobindo, pour ça on l'appelle Mère, mais c'est pas la mère de Sri Elle Aurobindo. l'a investigué avec son intuition, toute sa Exact. féminité. Oui. Avec sa féminité, donc elle avait une réception au niveau du plan astral parfaite. D'ailleurs, elle a aidé énormément de jeunes à faire des voyages astraux. Elle a expliqué à des enfants des choses qui se sont passées dans ces voyages-là parce que Mère avait une affinité à y aller. L'enfant, tant qu'il n'est pas sexué, c'est-à-dire que l'enfant naît sexué, mais tant qu'il n'a pas de caractère secondaire sexuel, etc., est un être qui est presque androgyne. C'est pour ça d'ailleurs que la semaine prochaine, on parle de la psychologie de l'enfant, parce qu'on ne peut pas parler de l'homme, de la fille ou du garçon chez l'enfant. Et au niveau de Mère, si on se réfère à certains des écrits qu'elle a faits, il y en a plusieurs qui sont répandus ici par une organisation, elle y a de temps en temps, il y a des enfants qui vont faire des voyages astro, garçons ou filles, et elle va leur expliquer des choses, tandis que l'adulte a une difficulté monstre, l'adulte masculin, à faire un voyage astral, et la femme en fait même éveillée facilement, enfin, elle est toujours, elle peut voyager beaucoup plus facilement que l'homme. Et tout le travail de la société nouvelle, tout le travail du couple nouveau, tout le travail de l'homme nouveau va se faire dans une relation par l'intelligence entre l'homme et la femme, et il ne pourra pas se construire de société en excluant la femme ou en excluant l'homme. On ne peut pas bâtir quelque chose de neuf en disant mais la femme, les femmes comprennent pas. C'est sûr que présentement, l'homme qui se conscientise va peut-être souvent dire oui, mais les femmes, ils comprennent donc rien. Mais l'homme, présentement, a plus facilement le contact supramental que la femme. Alors la femme va être beaucoup plus matérialiste que l'homme, mais c'est ça qui permet à l'homme d'arriver à ce contact. Alors, lorsque l'homme explique quelque chose par une intuition supramentale, souvent la femme réagit mal, ne comprend pas, parce que la femme, présentement, elle est en train de finaliser sur la planète une construction, une organisation, une orchestration mentale que l'homme ne voit pas. Et l'homme, présentement, ne peut pas l'organiser. Il a travaillé avec, mais il ne peut pas l'organiser. Et ne comprend pas la femme. Et plus on va comprendre ces mécanismes de différence évolutive et du travail fondamental des deux, plus on va arriver à pouvoir travailler en couple. Savez-vous ce que c'est qu'un couple? Réel. On ne parle pas de l'âme sœur, c'est une farce. Cherchez pas votre âme sœur, elle vous fait fourrer. Vous allez rencontrer le diable. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Un couple réel. On a un concept du couple. On a une philosophie du couple qui n'est à peu près pas applicable dans le plan planétaire. Quand est-ce voyons-nous réellement un couple? Pas un couple qui est heureux et que ça fait 50 ans qu'ils sont mariés. Un couple qui se sont rencontrés et qui ont été capables de s'améliorer, d'évoluer ensemble. Un couple qui, même s'ils restent 50 ans ensemble, lorsqu'ils sont plus âgés, c'est un couple totalement différent au niveau d'évolution, comme souvent l'être célibataire va évoluer. On n'en a pas vu souvent. On a rarement vu un couple, à part évidemment Aurobindo et Mère, un couple qui s'unissait pour travailler. On en a vu qu'ils l'ont fait dans un plan spirituel. Et à un moment donné, ça marche pas. Mais je parle de travail d'intelligence, d'amélioration, où on a un enfant à un moment donné pour faire un travail intelligent avec l'enfant, pas sur l'enfant, et où on n'a pas un enfant au monde par accident, ou encore pour que l'enfant vienne instruire les parents. Où on met un enfant au monde parce qu'on sait ce qu'on fait. On connaît les mécanismes de l'enfantement, les mécanismes. On a déjà fait une conférence justement sur la conception de l'enfant, où on expliquait un peu plus dans quelle atmosphère physique, vitale, psychologique et mentale l'homme et la femme doivent se rencontrer pour avoir un enfant qui exprimera réellement l'évolution summum du couple. En tout cas, ça va prendre beaucoup, beaucoup d'amour pour ce couple-là de l'homme et de la femme nouvelle, pour intégrer cette énergie-là et pas se faire désintégrer par elle. Parce que deux êtres au niveau mental, là, au niveau de la phase de mentalisation, là, sans amour, là, c'est du stock. C'est pas du stock, ça se peut pas.
Ouais, moi, j'ai C'est l'impression tough, que enfin, c'est j'ai rare. l'impression que c'est une des étapes, ça, un des leurs qu'il y C'est a dans la une matière. phase initiatique. D'ailleurs, on va revenir au niveau du couple en décembre. Mais c'est effectivement la phase la plus hautement initiatique, celui de la femme ancienne, de Ouais. l'homme ancien, C'est ça, dans, qui dans se la tendance réunit. qu'on aurait à évacuer l'amour, justement, dans cette Oui, mentalisation. C'est très dangereux. oui, parce que l'amour, la relation, ça c'est bon, d'ailleurs, on va revenir, oui, justement, c'est très très bien. On va pousser un peu là-dessus parce que la conférence s'achève et c'est quelque chose qui est extrêmement vital que je voulais garder, mais vu que tu l'amènes, on va y aller un petit peu, et c'est très bon que tu l'amènes aussi, remarque bien. C'est qu'à un moment donné, la femme organise son mental, organise ses structures. L'homme, lui, passe par le contact supramental où il a une nouvelle créativité. Et comme l'homme n'a pas déjà d'affinité pour pouvoir pousser l'amour ou l'affection, il vient à un moment donné où la femme n'en a plus besoin non plus parce qu'elle est capable de s'auto-énergiser elle-même, où il y a comme une séparation totale, inintelligente, parce qu'on ne comprend pas tous les mécanismes. Et ils doivent rester. Et la plus grande phase d'initiation de l'humanité occidentale, et surtout américaine et surtout québécoise, disons du moins canadienne, c'est le couple qui s'entend plus. Et ils ont tout pour apprendre à connaître. Mais ils défendent tellement l'image qu'ils n'arrivent pas à passer par-dessus l'imagination, par-dessus cette initiation. Et on a déjà parlé aussi de l'initiation, je crois que c'est en conférence spéciale, hélas, où on avait l'initiation par le feu, la souffrance, où on avait la cellularisation, l'initiation sans souffrance. Mais effectivement, lorsque l'homme bannit complètement la relation d'affection, lorsque l'homme, l'humanité, lorsque la femme et l'homme le font, il y a un gros problème qui va se passer parce que cette affection est une sphère dans l'astral qui sous-tend le mental qui va donc permettre l'avancement. Alors, faut faire bien attention à ça. Il restait une question. On a terminé dans la première période avec la dernière question que je te posais. Es-tu un visionnaire? Dans le sens que tu as la capacité ou l'intelligence prospective pour aller chercher, pour faire venir à toi le futur au niveau de ce que tu parles, de la parole. On va revenir aussi là. Ah. Alors il va falloir revenir. Il restait une question aussi concernant le village du nouvel homme. Avez-vous